Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale start-up et nouvelles technologies. En effet, dans quelques jours se tiendra à Paris le plus grand événement européen qui leur est dédié. J'ai nommé Vivatech Porte de Versailles. Alors, quelles sont les innovations qui risquent de changer notre vie? Comment se positionne l'Europe sur la scène internationale? Et l'économie du numérique est-elle en train de rentrer dans l'âge de raison en devenant plus inclusive et durable? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial Vivatech, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, un homme qui va mettre à l'honneur nos startups et nouvelles technologies sur la scène internationale dans les jours à venir. François Bitouzé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Vivatech. Alors Vivatech, on le rappelle pour nos auditeurs, c'est le grand salon annuel de la technologie, salon qui rentre dans sa 8e année et qui aura lieu du 22 au 25 mai prochain avec une dernière journée dédiée au grand public. Expliquez-nous ce rendez-vous international, à qui il s'adresse et quelle est son histoire? L'histoire de Viva Technologies, c'est un pari un peu fou qui a commencé en 2016, qui était de dire que en France et en Europe, on a des champions de la tech, on a de l'innovation, on a des grandes startups, et donc il fallait leur donner leur grand événement annuel. Donc c'était ça l'idée de Vivatech. Et aujourd'hui, Paris réussit. L'année dernière, c'était 150 000 visiteurs. C'était des grands intervenants comme Elon Musk qui est venu nous voir. Et puis cette année, 3800 exposants. Donc vous allez avoir Microsoft, Google, Meta, et puis des marques aussi qui vont nous parler d'innovation. LVMH, L'Oréal, vous allez avoir aussi Orange ou Siemens, Tesla, Audi. Ils sont tous là pour vous raconter de quoi votre quotidien va être fait demain et de quoi aussi nos métiers, notre économie va être faite demain. Alors François, il y a des grands salons internationaux. Il y a le CES de Las Vegas, si on recevait son président en janvier dernier. Il y a le Web Summit à Lisbonne. Concrètement, c'est quoi ce qui fait la patte de votre salon? Qu'est-ce qui fait la différence justement de cette tech? Alors nous, on est très complémentaires parce que d'abord, on s'intéresse au business. Donc vous allez voir des innovations qui vont changer la façon dont les entreprises travaillent, dont elles vont vous apporter leurs nouveaux produits. On a une spécificité, c'est que nous, on est complètement inclusif, c'est-à-dire vous avez des professionnels, vous avez des startups, on en a plusieurs milliers. Vous allez aussi avoir des politiques. Cette année, on a John Kerry qui vient nous voir, on a Charles Michel, le président du Conseil européen. Et puis, nous avons le grand public, vous en avez parlé, puisque le samedi, tout le monde peut venir voir la tech, l'innovation, parce que la tech et l'innovation, ça appartient à tout le monde. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'acheter des nouvelles technologies pour les grands groupes industriels? C'est de découvrir un peu de quoi sera fait notre quotidien? C'est quoi Oui, c'est ça, c'est vraiment de décrypter ce qui va changer votre quotidien. Donc c'est par exemple en médecine, comment est-ce que demain, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir déceler les cancers de manière plus rapide? C'est comment peut-être demain, dans un média comme le vôtre, on va vous aider à préparer votre émission différemment, comment votre voiture va être plus intelligente et comment peut-être dans les rues, on va avoir des nouveaux services sur vos téléphones mobiles et de manière innée partout. Voilà, c'est ça. Alors effectivement, vous faites de plus en plus fort chaque année. L'année dernière, on avait Elon Musk, le patron de Tesla et de X. Quelques surprises que vous pouvez nous dévoiler cette année, aussi bien en termes de personnalité qu'en termes d'innovation? Alors on a des très très belles personnalités. Cette année, on va avoir par exemple, nous avons les sœurs Williams qui vont venir nous parler. Les joueuses de tennis? Les joueuses de tennis. Alors c'est extraordinaire parce que ça faisait des années qu'elles n'avaient pas été ensemble et elles vont venir nous parler à quelques mois des JO du rapport entre la tech et le sport. Et je peux vous dire que ça va être absolument passionnant. Et puis les innovations, on va se régaler. Vous allez avoir des surprises, des exclusivités. Vous allez voir pour la première fois les taxis volants qui vont être mis en activité pour Paris et pour les JO 2024. Donc si vous voulez voir tout ça en exclusivité, c'est à Vivatech, c'est le 25 mai. Bon, on va pas rater ce rendez-vous. On parle souvent d'une spécificité de la technologie européenne comparée à celle des États-Unis et celle peut-être un peu plus opaque de la Chine. C'est quoi ce qui fait aussi cette identité de la tech européenne? Alors je pense qu'effectivement la tech européenne, elle est particulière parce que elle ne s'intéresse pas simplement aux enjeux de marché, elle s'intéresse aussi aux citoyens. Donc il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur la régulation, qu'est-ce qu'il faut autoriser, interdire, et je pense que
que c'est des débats qui sont extrêmement intéressants parce que la tech va toucher la vie de tout le monde et c'est très très utile que les citoyens, les politiques aient leur avis à donner sur ces sujets. Et vraiment, Vivatech est l'endroit où on ouvre parfois le capot un peu opaque de cette technologie qui nous impacte tous et qu'on se dit, on peut choisir, on a des avis, les chemins sont multiples, c'est question de choix et c'est ça qu'on découvre à Viva Technologies. Mais François, on va pas se mentir, on parle souvent de souveraineté technologique, en même temps la puissance des grands, et vous les avez cités, que ce soit Microsoft, que ce soit Google. Est-ce qu'un jour on pourra rivaliser et faire émerger un champion européen? Ça semble un petit peu compliqué. Écoutez, tous les ans, on nous dit il n'y a pas de champion européen. Regardez sur l'intelligence artificielle. On a Mistral, qui est une start-up incroyable, qui est française, qui est courtisée par le monde entier. Arthur Metz va venir à Vivatech. Donc c'est possible, ça existe. D'autres pays, par exemple comme la Corée qui vient cette année aussi à Vivatech, nous montrent qu'on n'est pas toujours obligé de passer par Google. Donc vraiment, c'est une question de volonté, d'envie des gens, et c'est une pédagogie, et vraiment le modèle européen est extrêmement intéressant. On s'en plaint parfois dans nos pays, mais je peux vous garantir que en Asie, aux États-Unis aussi, en Afrique, on le regarde avec beaucoup d'intérêt et parfois même d'envie. François, j'ai envie de vous demander, en ce moment, on le sait tous, les problématiques climatiques, des problématiques aussi avec nos enfants qui sont sur les écrans. Est-ce que la tech est la solution à tout, et est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle manière de l'appréhender pour peut-être faire un arrêt sur image et penser les choses un petit peu différemment? Parce qu'on est allé très vite. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, la technologie, elle ne sera jamais la solution avec un L majuscule, mais elle fera partie des solutions, vous l'avez dit, pour l'environnement. Vous allez voir à Viva Technologies une solution d'intelligence artificielle qui permet d'économiser 25% pour l'irrigation des champs, des cultures. Vous imaginez au niveau du monde ce que ça peut représenter. Par contre, la tech aussi doit regarder un petit peu son nombril et se dire, est-ce qu'on est vraiment exemplaire sur les enjeux, par exemple, d'inclusion, les femmes, la diversité? Est-ce que nos serveurs, on peut pas les optimiser pour qu'ils consomment moins de CO2? Et je pense que cette liberté de discussion, de prise de conscience de ce qu'est la tech, de ce qu'elle peut apporter, mais ce qu'elle doit changer aussi, c'est ça que vous allez trouver à Vivatech, et c'est ça qui rend ce rendez-vous passionnant, parce qu'on se dit tout, on est un peu comme chez vous, c'est ouvert, et je peux vous garantir que les débats sont de très très grande qualité. On parlera dans quelques instants avec notre prochain invité des défis, notamment de cette consommation d'énergie que génère la tech. Est-ce que c'est un sujet qui va être abordé sur Vivatech pour ne pas être dans le déni quelque part, parce que tout n'est pas rose? Non, bien sûr, ça fait partie des gros sujets. Vous savez que la tech, j'ai parlé des serveurs, etc., c'est des gros consommateurs d'énergie. L'AI va beaucoup consommer d'énergie. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Sachez que, par exemple, que vous allez voir à Viva Technologies une start-up française qui vous permet d'alimenter en énergie complètement green toute la métropole de Lyon pendant une année, juste avec ce qui se passe dans le Rhône. Franchement, c'est des solutions qu'il faut explorer, c'est incroyable, il faut vraiment pas s'en priver. On a cet or technologique en France et en Europe. François, les fonds d'investissement sont présents sur Vivatech, ils sont un petit peu le baromètre de la santé économique de cette économie de la tech. On met toujours autant d'argent, il y avait des levées de fonds qui étaient phénoménales il y a encore quelques années. Est-ce que la tendance est la même, ou les choses sont en train de se repondérer? Quelle est votre observation? Alors on est vraiment à un moment de normalisation. Les années vraiment du Covid ont été des années où il y a eu beaucoup d'investissements. Certaines personnes disent trop. Et aujourd'hui, on est revenu aux investissements juste d'avant le Covid. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les startups, elles sont plus simplement à la recherche d'investissements. Elles cherchent aussi des clients. Et à Vivatech, elles font par exemple 25% de leurs leads commerciaux, de leurs contacts commerciaux pour l'année. Donc c'est ça aussi Vivatech, c'est un endroit où on fait du business. François, pour conclure, on parle beaucoup de réindustrialisation. Est-ce que la digitalisation va annuler cette tendance, ou alors les deux sont en train de converger? Les deux sont évidemment en train de converger, puisqu'aujourd'hui l'industrie, c'est forcément des métiers hyper qualifiés qui sont en lien avec la technologie. Et vous avez vu, il y a eu des annonces à Versailles lors de Choose France. Vraiment, la France est attractive et le monde de la tech et de l'industrie se retrouve pour investir
investir sur notre territoire. Merci beaucoup François Bitouzet. Donc on se retrouve à partir du 22 mai et jusqu'au 25 sur Vivatech Paris, porte de Versailles. Merci, restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants avec le député de la majorité présidentielle Paul Midi qui va tout nous dire sur ces dessous de la tech. Le numéro pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale Start-up et nouvelles technologies, j'ai le plaisir de recevoir Paul Midi, député de la majorité présidentielle. Paul Midi, bonjour. Bonjour. Alors Paul, vous avez récemment fait le Tour de France et je crois qu'il n'est pas fini, le Tour de France des start-up. Vous êtes allé visiter une à une toutes ces pépites. J'ai envie de vous demander quel est votre bilan de cette Startup Nation. Alors c'est très enthousiasmant. D'abord, c'est important de savoir que 70% des start-up en France sont hors Île-de-France. Parfois, on a l'impression que tout se passe en Île-de-France à Paris. C'est pas vrai. La majorité sont dans tous nos territoires et on a des écosystèmes qui sont extrêmement profonds à beaucoup d'endroits. Alors il y a des écosystèmes qu'on connaît très bien, Bordeaux ou Grenoble par exemple, mais il y a beaucoup d'autres écosystèmes, je citerai Angers, Saint-Malo, Saint-Nazaire, qui sont extrêmement profonds avec parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de startups. Et donc ça innove beaucoup sur le territoire, c'est très enthousiasmant. Par contre, l'actualité des startups, elle est difficile. Le système, il est à sous-régime parce que les levées de fonds ont baissé. C'est-à-dire le financement des startups a baissé depuis maintenant un an et demi. Et ça affecte d'autant plus nos territoires. Et donc, ces startups-là, elles sont d'autant plus en sous-régime par rapport à leur potentiel et à ce qu'elles pourraient faire. Et c'est quoi la durée de moyenne de vie d'une startup aujourd'hui ? Au bout d'un an, combien ont la chance de pouvoir rester en vie ? Alors, ça dépend. C'est vrai que les startups, il y en a 4 sur 5 qui vont aller au tapis dans les années qui suivent leur création. Ouais. Mais ça fait partie de l'équation du système d'innovation. C'est normal. On essaye, on tente, on innove. Il y a plein de fois où ça marche pas. Et il y a quelques fois où ça marche et ça cartonne. Et donc ça fait partie du jeu. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Alors Paul, on se souvient en 2023, avec vos équipes et sous le mandat d'Elisabeth Borne, vous vous êtes lancé dans une aventure qui visait à soutenir les entrepreneurs en essayant de trouver 1 milliard d'euros dans l'épargne des Français et de le flécher dans l'investissement aux startups. Où on en est de cette aventure ? Eh ben, ce milliard, on l'a trouvé. Excellent. Il doit être en capacité, c'est 1 milliard par an, d'aller créer dans les prochaines années entre 30 000 et 50 000 emplois. On a mis en place plusieurs mesures. J'en cite une, c'est dans la mesure jeunes entreprises, une incitation fiscale pour pousser les particuliers à investir dans les startups. Vous voulez investir dans la transition écologique, vous voulez investir dans la réindustrialisation du pays, vous voulez investir dans le plein emploi, et ben vous investissez dans une startup. Ça veut dire quoi ? Je vais voir mon banquier et je lui dis je veux investir. Vous pouvez voir votre banquier, vous pouvez aller sur des plateformes de crowdfunding, vous allez sur Internet, vous allez dans des réseaux d'investisseurs, ce qu'on appelle des réseaux de business angels, et vous pouvez investir dans les startups. Concrètement, vous voulez investir 1 000 euros, vous pouvez avoir 30 à 50% de votre investissement en réduction d'impôt. Donc dans ce cas-là, c'est 300 à 500 euros de réduction d'impôt. Mais ça peut être pour des montants beaucoup plus importants si vous avez beaucoup plus d'argent. Ça peut aller jusqu'à 100 000 euros d'investissement dans une start-up avec des réductions d'impôt de 30 000 à 50 000 euros. Et ça, c'est des incitations très fortes qui poussent les particuliers à investir. Ça a commencé depuis le 1er janvier 2024. Et là, ce sont des centaines de startups qui utilisent ce mécanisme pour lever de l'argent. C'est par exemple la start-up Commune, qui est une start-up du social, qui fait du co-living de familles monoparentales. Alors du co-living, de l'habitat partagé. L'habitat partagé, exactement. Merci de me reprendre. De l'habitat partagé pour des familles monoparentales. Et donc, avec leur levée de fonds, c'est 5 emplois de plus à Orléans. Ça peut être la start-up InScoper qui fait de l'intelligence artificielle pour améliorer la performance de microscopes. Et donc ça, c'est 10 emplois de plus à Rennes. Voilà, je pourrais en citer des centaines d'exemples comme ça. Donc ça marche, c'est parti et il faut que ça accélère. Alors Paul, on vous sent très enthousiaste et c'est tout à fait légitime, mais il y a aussi une forme d'enthousiasme qui est peut-être un petit peu dépassée parce qu'on voit que le numérique aujourd'hui, si on ouvre la boîte de Pandore, il ne laisse pas indemne. On pense une fois de plus, et on en parlait avec François, aux dommages que peuvent faire les écrans, aux data centers, à la consommation d'énergie que l'intelligence artificielle va générer de plus en plus. On y pense à ça ou on est dans le déni encore aujourd'hui ? Ah oui, non, on y pense et surtout il y a beaucoup d'entrepreneurs qui innovent dans ce domaine pour trouver les solutions. Je vous donne quelques exemples sur
Les clouds, vous savez, c'est les data centers qui gardent les données. Ça consomme beaucoup d'énergie. Mais il y a des gens qui innovent. Prenez la société française OVH, qui est une de nos pépites dans ce secteur des clouds. Ils ont inauguré il y a quelques mois un nouveau data center qui divise par 2 ou 3 la consommation carbone. Et ce n'est qu'une étape, ça va continuer. Il y a des data centers qui sont en train de se créer et qui génèrent de la chaleur. Cette chaleur va être utilisée pour, par exemple, chauffer des piscines ou chauffer des habitations. Donc on a des solutions. Mais il ne faut pas se tromper parce qu'on parle souvent beaucoup des data centers ou la puissance de calcul qui sera nécessaire, par exemple, pour l'intelligence artificielle. Mais 80% de l'empreinte carbone du secteur du numérique, qu'est-ce que c'est? C'est la fabrication des terminaux, c'est-à-dire la fabrication des téléphones. C'est ça qui génère le plus de carbone. Et là-dessus, vous avez un conseil? On ne va pas se priver de téléphone. On ne va pas se priver de téléphone. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on arrive à créer un marché de la seconde main. Dans les ventes de voitures autour du monde, il y a plus de voitures de seconde main qui sont vendues que de voitures neuves. C'est l'inverse pour les téléphones. Il faut qu'on arrive à transformer ça. Et là, on a pareil une solution. C'est une de nos belles licornes. C'est la licorne Back Market qui développe ce marché de la seconde main dans les téléphones. Donc, si vous voulez acheter un téléphone, moi, je vous engage à aller acheter de la seconde main. C'est bon pour la planète. Alors, on vient de parler d'aspect industriel. J'aimerais qu'on parle de l'aspect un petit peu plus sociétal avec cette problématique des écrans, puisque un rapport a été rendu il y a une dizaine de jours au président de la République. C'est un vrai drame qu'il est en train de se jouer. Là-dessus, pour vous, il n'y a que la loi qui puisse faire changer le cours des choses, ou alors il y a peut-être une autre façon d'appréhender les choses avec de l'éducation. C'est quoi votre position sur le sujet? Oui, je pense que ça doit être une coalition, c'est un collectif. La loi n'est qu'un des outils, mais elle est un outil très utile pour travailler sur le sujet. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience collective sur la nocivité des écrans, en particulier pour les jeunes enfants, voire pour les très jeunes enfants. Oui, c'est trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on travaille sur le sujet. Et le rapport qui a été fait par le comité écran est très intéressant à ce titre-là, parce que c'est un rapport scientifique. Il faut bien positionner le sujet, parce que vous savez, c'est un peu comme la voiture. Au début, on s'est dit, tiens, c'est dangereux. On s'est pas dit, on va limiter le temps de voiture. Donc, on va pas limiter le temps d'écran. Il faut mettre en place des outils d'éducation, des outils techniques. Il faut mettre en place une politique publique à 360 degrés et dans laquelle doit y avoir des obligations et des interdictions qui sont celles de la loi. Ce qui est proposé par le comité écran, c'est très intéressant parce que c'est très progressif. C'est par exemple de dire que les enfants de moins de 6 ans, dans toutes les structures d'accueil, maternelle, crèche, on ne doit pas les exposer aux écrans, ça doit être interdit. Mais progressivement, on doit pouvoir les accompagner vers les utilisations des écrans. D'abord, Internet sans les réseaux sociaux. Et puis, à partir de 15 ans, on dit qu'Internet, c'est possible avec les réseaux sociaux. Voilà, ils ont proposé un chemin très progressif, mais tout ça, ça doit être encadré par de l'éducation, par des outils de contrôle parental, par des outils d'autocontrôle et d'autorégulation, parce que l'impact des écrans, il est très fort pour les enfants, mais il est aussi très fort pour les adultes. Moi, je vois bien mon comportement, je me fais avoir parfois, je me fais prendre dans des trappes où je passe 1 ou 2 heures. Vous scrollez aussi, Paul, le midi. Infiniment sur des vidéos qui ont assez peu d'intérêt. Mais le problème, c'est que je m'en rends compte. Vous êtes victime de la culture de l'attention également. Moi aussi, en tant qu'adulte et connaisseur de ces sujets, j'ai besoin d'outils d'autorégulation beaucoup plus perfectionnés que ce qui existe aujourd'hui. Ok, mais commençons par l'éducation, peut-être au sein du foyer parental, c'est peut-être la priorité. Venons-en à l'intelligence artificielle. Donc récemment, Xavier Niel et Rodolphe Saadé ont signé et ont misé 300 millions d'euros sur l'intelligence artificielle. On a OpenAI qui est piloté par Microsoft, qui a levé plus de 14 milliards. On est un petit peu dans deux mondes là-dessus, et comme je le demandais à François Bitouzé, est-ce que vous avez le sentiment, alors c'est bien, c'est mieux que de ne rien faire, qu'on peut quand même prétendre à une position internationale dans ce domaine? Alors oui, bien sûr, un grand oui. Alors d'abord, vous parlez de cette initiative Qtay, qui est une super initiative qu'il faut saluer, française. Il y en a plein d'autres. Il y a notamment la start-up Mistral qui cartonne, qui a fait une très belle levée de fonds de 500 millions d'euros. Et c'est pas fini, ça continue, ça n'est que le début de cette aventure. Il y a d'autres start-up au niveau européen, en Allemagne, Alep Alpha par exemple, qui ont aussi des très belles trajectoires. Donc moi, je crois que c'est possible. On a les
des talents, ça c'est très clair sur l'intelligence artificielle en France, et on en a plus qu'ailleurs. Je vous donne 3 chiffres. 1%, la France c'est 1% de la population mondiale, c'est 3% du PIB. Mais les chercheurs français, c'est 85% des papiers scientifiques sur l'intelligence artificielle. Donc on a les talents, on a besoin de plus de financement, mais donc on va réussir pas en étant seul, en faisant ça en européen. C'est très important parce qu'on n'est pas plus con, pardon de dire comme ça, on n'est pas moins riche et on est plus nombreux que les Américains parce que l'Union européenne, c'est 450 millions de concitoyens, 300 millions de concitoyens américains, et donc on est en capacité de le faire. Par contre, il faut qu'on s'organise mieux, et ça tombe bien parce que vous savez qu'on vote pour les élections européennes le 9 juin, et c'est important que tout le monde se mobilise sur ce sujet. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'en faisant rentrer des fonds américains, et notamment Microsoft, un peu partout, on risque de perdre cette souveraineté qu'on chérit tant ? Non, attention, la souveraineté, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas on fait tout seul d'un côté et on fait rien avec les autres. La souveraineté, c'est être en capacité, dans des chaînes de valeur, sur les sujets les plus importants, d'être incontournable. Et quand on développe des sociétés comme Mistral AI, on va réussir à être incontournable sur certaines parties de la chaîne de valeur. C'est impossible d'être incontournable sur tous les sujets, il n'y a aucun pays au monde qui le fait. Mais il faut réussir à être incontournable à certains endroits, parce que quand c'est la crise, quand c'est la guerre, si vous êtes incontournable, vous avez un pouvoir. C'est ça qu'on est en train de construire avec l'Union européenne en particulier. Et il y a des mesures très fortes que nous, on pousse avec la majorité présidentielle. C'est changer les objectifs de la Banque Centrale Européenne pour mettre l'économie européenne à pleine puissance. C'est un plan Europe 2030 avec 1000 milliards d'investissements communs entre tous les pays européens sur les technologies du futur, sur le numérique, sur l'IA. Et c'est comme ça qu'on va arriver. Donc moi, je suis certain qu'on va y arriver. Il faut qu'on s'en donne l'objectif. Et si on veut le faire, on va y arriver. Paul, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. On sait aussi qu'il y a une fracture numérique en France parce que 30% de nos concitoyens sont victimes d'électronisme, c'est-à-dire ne savent pas forcément servir d'un ordinateur. Et se servir d'un ordinateur, c'est pas se servir des réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, l'IA, l'intelligence artificielle, est une opportunité ou alors c'est encore une menace qui fait que ce trou va continuer à s'élargir ? C'est les deux. C'est à la fois une opportunité fantastique économiquement. Le rapport de la commission IA a mesuré qu'on peut aller chercher jusqu'à 1 point de PIB, 1 point de croissance chaque année grâce aux gains de productivité qui sont permis par l'IA. Donc il faut qu'on y aille et qu'on y aille le plus vite possible. Mais attention aussi, bien sûr, on commence à voir une fracture sur l'intelligence artificielle parmi nos concitoyens. Il y a 15% de nos concitoyens qui sont déjà allés à fond sur les outils de l'intelligence artificielle, qui les utilisent dans leur quotidien, qui les utilisent dans leur emploi. Ça a un impact très fort pour eux. Mais il y a aussi beaucoup, et la majorité de nos concitoyens, qui n'ont aucune idée de comment ça marche et par où commencer. Et donc, il faut absolument qu'on accompagne, qu'on lance un grand plan de formation pour tous les Français pour les accompagner sur les outils de l'intelligence artificielle. Je le dis très concrètement, de la même façon qu'aujourd'hui pour un salarié, savoir utiliser des logiciels comme Excel, PowerPoint, Word ou savoir parler l'anglais, ça a un impact très important sur leur capacité à avoir tel ou tel type d'emploi ou pour progresser dans leur entreprise. Et bien dans les mois qui viennent, la capacité d'utiliser les outils de l'intelligence artificielle aura le même impact pour être capable de progresser ou d'avoir tel ou tel emploi. Et donc, il faut que massivement, on accompagne les Français et qu'on les forme. C'est le travail qui est devant nous. Paul, pour conclure en une poignée de secondes, vous avez le sentiment, enfin le numérique est partout, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une véritable continuité numérique ? Et ne me dites pas oui pour vous faire plaisir, mais le numérique étant partout, est-ce que ça doit être un silo du gouvernement ou il n'y aurait pas intérêt dans les années à venir de repenser quelque part cette forme cette discipline, on va dire, sur chacun des ministères ? C'est une coalition globale. Bien sûr qu'il y a une politique publique où on pousse le sujet numérique, on pousse l'innovation, mais ça se fait pas tout seul. Ça se fait d'abord avec les entrepreneurs qui sont organisés au sein du réseau de la French Tech. Ça se fait avec les investisseurs, avec les grands groupes. Ça se fait avec, par exemple, Vivatech, qui est le rendez-vous annuel qu'on attend tous et qui permet de mettre tout le monde au même endroit pendant quelques jours. Et c'est très important. Ça fonctionne quand on marche, qu'on travaille tous ensemble en écosystème. Et donc le gouvernement, les pouvoirs publics, le Parlement, ça n'est qu'un des éléments. On y arrive si on le fait tous ensemble. Merci beaucoup Paul Midi, merci François Bitouzé. On vous retrouve donc la semaine prochaine du 22 au 25 porte de Versailles. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur les réseaux sociaux et en podcast. Continuez à nous envoyer vos messages. Un grand merci pour votre fidélité. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et à la semaine prochaine.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.